Merci Camille. Désolé, on l'a laissé encore. Voilà, je suis un peu gêné, mais on n'a pas pu faire autrement. Bérémy Otto du mouvement associatif Centre-Val de Loire, Romain Desnaux du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et Paul Mazeran qui est toujours à Terzanville sont nos trois intervenants pour cette table ronde. Donc, qui est quel levier pour les territoires dans l'information et l'orientation des acteurs en matière d'alimentation saine et durable. On aurait dû demander à ChatGPT de nous faire un raccourci du thème. Ce sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière en l'introduction, peut-être pour donner 2-3 repères avant de passer la parole. Je suis content qu'on ait pu évoquer ce matin cette question de l'orientation des acteurs, de la façon dont les tas d'acteurs qui sont des acteurs ressources dans les territoires ou qui font réseau sont sollicités pour orienter sur des besoins spécifiques et parfois de façon répétitive, qui jouent un rôle de réponse personnalisée, voilà, et qui sont aussi des relais de contenu, d'informations, pas forcément formatés d'ailleurs, à travers des tas de canaux. Et c'est cette intelligence-là qui permet la construction territoriale aussi au niveau de l'alimentation. Elle a une limite, c'est le moyen humain, en fait, on va sûrement en reparler. Donc, avant de dire comment on peut faire autrement, il faudrait se poser la question de savoir comment ça se passe concrètement à différentes échelles territoriales et qu'est-ce qui peut se faire entre les territoires. Et c'est ça notre thème aujourd'hui. Pour commencer cette table ronde, je vais passer la parole à Bérémy Otto. Bérémy, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci. Je crois qu'il faut que je me lève. Oui, bah, sinon, je ne pourrais pas avoir grand-chose. Ouais. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Je suis Bérémy Otto. Je suis chef de projet transition écologique et alimentaire. Je travaille au mouvement associatif Centre-Val de Loire et je suis membre du conseil régional de l'alimentation en région Centre-Val de Loire et aussi membre du CODELUPA et du CORELUPA. Ça fait beaucoup de choses. Alors, CORELUPA, comité régional lutte contre la précarité alimentaire, CODELUPA à échelle départementale. Alors, je vais présenter aujourd'hui déjà présenter la structure peut-être, la structure où je travaille. Donc, vous voyez bien, il y a le logo de l'ADEME qui nous finance aussi dans le cadre de ce projet que je vais présenter là. Alors, moi, je vais présenter comment les associations sont des leviers de résilience alimentaire des territoires à travers les projets alimentaires territoriaux qu'on appelle les PAT ou les PAT. Slide suivante. Alors, voilà, vous avez le sommaire, comment ça se passerait. J'aurai une présentation de ma structure, le contexte. Alors, je vais essayer d'avoir un petit jeu un peu interactif pour ne pas faire le monologue pendant toute la présentation sur le PAT. Je crois que M. Marchal a déjà présenté un peu ce que c'était le PAT. L'idée, ça serait qu'on puisse connaître un peu plus. Bon, je crois qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent sur les PAT, il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Et ensuite, je présenterai l'action de la structure en lien avec le projet alimentaire territorial ou les PAT. Alors, je vais présenter la structure où je travaille pour essayer de comprendre un peu ensemble comment on agit et à quelle échelle et comment on arrive à travailler. Alors moi, je suis au mouvement associatif Centre-Val de Loire. On a une structure qui est une association loi 1901, donc d'intérêt général. On est dans toute la France métropolitaine et aussi dans les Outre-mer. Donc ça fait toutes les régions et aussi les Outre-mer. Moi, je suis spécialisé sur les questions de l'alimentation en région Centre-Val de Loire que je vais vous présenter et transition écologique au niveau national. Mais là, je me base sur l'alimentation au niveau Centre-Val de Loire. Alors en Centre-Val de Loire, le mouvement associatif est composé de 8 têtes de réseau et un partenaire associé. Donc 8 têtes de réseau que vous connaissez d'ailleurs potentiellement. Il y a la Ligue de l'enseignement qui travaille sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire. Il y a France Nature Environnement qui travaille sur les plaidoyers ou encore les questions en lien avec la biodiversité, l'agriculture, beaucoup plus le climat. Il y a Famille Rurale qui travaille sur les questions qui touchent les familles vivant en milieu rural. Il y a l'UNAT, c'est l'Union nationale des associations du tourisme, donc le tourisme social et solidaire. Il y a l'URIOPS. Alors l'URIOPS, c'est l'Union régionale interfédérale des organismes privés du sanitaire et social qui regroupe toutes les associations du médico-social, donc les crèches, les EHPAD et compagnie. Il y a aussi l'URAF. Donc l'URAF, c'est l'Union régionale des associations de famille. Alors là, on est sur les associations de famille en milieu urbain. Et enfin, il y a le CRAGEP.
Donc le CRAGEP qui est le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Donc là, on trouve les foyers jeunes travailleurs et aussi les structures de l'insertion, mais du social de l'ESS. Et pour finir, il y a le comité régional olympique et sportif. Donc on a toutes les associations sportives, les ligues sportives qui sont dans cette tête de réseau. Et on a un partenaire associé, donc qui est le CRIJ, qui est le Centre régional d'information de jeunesse. Il travaille sur les questions de jeunesse, sur qu'est-ce qui touche les jeunes, sur le numérique, sur aussi les programmes Erasmus. Alors, en région Centre-Val de Loire, on a 8 têtes de réseau. Au national, il y en a plusieurs. Mais en région Centre-Val de Loire, il y a 8 têtes de réseau. Et ça fait un ensemble de 30 000 associations sur 50 000. Donc, on est 30 000 associations en région Centre-Val de Loire. D'où le mouvement associatif est porteur ou fédère en gros toutes ces têtes de réseau. Alors, contexte, le lien entre association et alimentation durable, déjà parce que tout le monde mange, c'est déjà le lien qui nous unit tous, c'est l'alimentation, ça parle à tout le monde. Et historiquement, on travaille dessus parce que toutes les associations, toutes les têtes de réseau que j'ai présentées tout à l'heure, ont un lien avec l'alimentation. Donc on a les familles, on a les sportifs, on a les jeunes, on a le tourisme, on a le médico-social. Tout est interconnecté, tout s'imbrique dans l'alimentation. Donc tout un intérêt à travailler sur le sujet. Alors on est lauréat du programme national de l'alimentation, donc le PNA. On était lauréat pourquoi? Pour accompagner les PAT. Alors comment on accompagne les PAT? Pour que les têtes de réseau que je vous ai présentées ont des associations qui sont adhérentes dans ces têtes de réseau. Et derrière, nous, on va accompagner ces associations à s'insérer dans les projets alimentaires territoriaux. Vas-y, oui. Alors là, c'était un petit jeu interactif, mais il y a déjà toutes les questions qui sortent. Donc je demande votre participation pour éviter un peu le monologue. Alors, PAT, Kesako. Si on dit PAT, un peu tout le monde connaît, je sais pas. Qui peut se prêter à l'exercice? PAT. Merci, ne soyez pas timide. Alors, une autre question, donc merci. Donc là, il y a un vrai ou faux. À vous de jouer. Bon, je ne vous demanderai pas de dire vrai ou faux, juste levez votre main si c'est vrai. Si c'est faux, vous pouvez laisser la main baissée. Alors, les PAT ont été créés suite à la crise Covid-19. Vrai ou faux? Ceux qui disent vrai peuvent juste lever la main. Vrai ou faux? Enfin, ceux qui sont pour vrai, levez la main s'il vous plaît, si vous pouvez. Ceux qui sont pour vrai. Voilà, merci. Faux. Alors, une autre question, deuxième question. Dans un projet alimentaire territorial, seuls les élus de territoire élaborent un programme d'action. Vrai ou faux? Faux. Merci. Une autre question. Un PAT doit être porté par une collectivité territoriale. Obligatoirement. Vrai ou faux? Lesquels disent vrai, lesquels disent faux? Là, ça devient un peu... Lesquels sont pour vrai? Et ça fait 2 pour vrai. Est-ce qu'il y a un 3 ou une troisième pour vrai? Et bien, ça fait 3 pour vrai. Et qui peut répondre peut-être à la question, comme ça je passerai le micro moi-même. Pourquoi vrai, pourquoi faux? Isabelle, voilà. On a quasiment 80% des PAT qui sont portés par des collectivités territoriales, si on inclut les PETR et les pays. Mais les autres, on a appuyé. Après, si on a les communes, on a quelques-uns qui sont portés par des communes, quelques-uns par des départements. Et on a aussi quelques PAT, et ça c'est la partie vraiment la plus faible, par des associations, par des chambres d'agriculture, je crois qu'il y a une CCI. Voilà, donc après il y a quelques exceptions, mais la grosse majorité c'est EPCI et PETR. Voilà. Merci Isabelle. Donc il y a Paul Mazeron qui veut se prêter aussi à l'exercice. Juste pour compléter, la loi 2014 ne mentionnait aucun porteur attitré, enfin tout le monde pouvait porter un PAT. Dans les faits, c'est, comme l'a dit Isabelle, 90% des collectivités. Mais par contre, depuis, alors je n'ai plus en tête quelle loi précisément, ou bien la nouvelle instruction pour la reconnaissance des PAT, une collectivité doit être impliquée dans le PAT. Donc elle ne doit pas être fléchée comme porteuse, mais elle doit être impliquée. Sinon, la reconnaissance, par contre, ne se fait pas pour un PAT, je dirais, citoyen, dans lequel la collectivité n'est pas impliquée. Merci Paul. J'ai combien de temps qu'il me reste? Je prends un peu de temps de Camille Cheveux, on va dans la même région ensemble avec Camille. Ouais.
Si quelqu'un a un autre élément d'information à ajouter. Alors, merci Paul. Il y a aussi ces questions, cette spécificité des territoires d'avoir les questions foncières sur les territoires, sur les friches, parce que les citoyens ne peuvent pas avoir cette spécificité, cette technicité de travailler sur les friches, travailler sur les sols, parce qu'il faut avoir la SAFER aussi autour de la construction du PAT. Et généralement, les citoyens peuvent bien le porter, mais il faut avoir quand même des mandats de délégation sur la SAFER et sur le foncier. Donc voilà, une autre question pour passer. Les associations n'ont aucun rôle dans un PAT. Ceux qui disent vrai, ils peuvent lever la main. Les associations n'ont aucun rôle dans un PAT. On est tous d'accord qu'on a un rôle à jouer dans un PAT. Merci. Alors, une autre question, je crois que c'est la dernière. Un projet alimentaire territorial a pour objectif de mettre en place des circuits courts sur un territoire. Qui veut prendre le micro? J'ai encore le temps. Qui veut peut-être témoigner ou dire quelque chose là-dessus? Est-ce que l'objectif d'un PAT, c'est juste mettre en place un circuit court sur un territoire? Ou c'est juste la restauration collective? Ou il y a d'autres sujets qui peuvent aussi émaner d'un projet alimentaire territorial? Plein de sujets. Voilà, donc voilà, merci. Merci de pour tel exercice, c'était super. Voilà, il y a un peu toutes les réponses qui venaient d'être dites. On a un peu les acteurs impliqués dans un PAT, et puis on a les objectifs, et puis on a la loi d'avenir 2014 qui a été présentée par M. Marchand sur la mise en place des projets alimentaires territoriaux. Voilà, alors là, du coup, je vais présenter le mouvement associatif et projets alimentaires territoriaux, et pourquoi. Pourquoi les associations dans les PAT et comment le mouvement associatif travaille dans les projets alimentaires territoriaux et pourquoi. Alors déjà, dans un premier temps, le mouvement associatif, comme j'ai présenté, c'est une tête de réseau. Et aujourd'hui, il y a ces questions où les acteurs ou les citoyens et les citoyennes, quand ils sont dans les territoires, ils sont généralement moins, on ne va pas trop sensibiliser sur les dynamiques territoriales pour aller co-construire avec les élus. Et souvent, on les met de côté. Enfin, ça a été un peu aussi des éléments qui ont été remontés sur les PAT. Et alors que les acteurs peuvent vraiment s'impliquer parce que le PAT concerne notre alimentation part de la graine au compost. Donc il faut, dans un temps, associer les citoyens. Et il y a aussi cette question aujourd'hui par rapport au déni de démocratie et compagnie, et tout ce que vous connaissez autour des sujets politiques. Les citoyens se sont mis en retrait des projets politiques de territoire. Quand il y a un projet politique, ils disent non, mais moi je ne vais pas aller voir les politiciens parce que ça ne sert à rien qu'on fasse avec les politiciens. Ça, c'est un retour d'expérience. C'est ce on a eu sur les territoires. Quand on voyait les acteurs, les citoyens, ils disaient Bérémy, je ne vais pas aller voir les politiciens, il n'y aura rien, on va écrire les choses et derrière, il n'y aura rien. Donc ça ne sert à rien qu'on puisse s'associer aux politiciens. Et l'idée, c'était derrière, comme les associations sont souvent au contact, ou encore, dans l'association, il y a aussi des bénévoles, il y a aussi des agriculteurs, il y a aussi, en gros, il y a tous les acteurs dans les associations. L'idée, c'était d'avoir les acteurs associatifs ou les têtes de réseau pour aller au plus près des citoyens, pour faciliter la mobilisation citoyenne des acteurs citoyens ou citoyennes dans les projets alimentaires territoriaux. Alors, il y avait donc ces questions de mobilisation, il y avait aussi ces questions de démocratie participative aujourd'hui. Quand on parle, on a envie d'impliquer plus d'acteurs dans des projets de territoire pour que la mayonnaise puisse prendre. Voilà, ça a été dit. Okay. Alors, il y a aussi un autre sujet. Par exemple, nous, on a des acteurs du médico-social que j'ai présenté, les EHPAD. Donc, au niveau du mouvement associatif, on a des associations qui ont des EHPAD, qui ont aussi des crèches, qui ont aussi des foyers jeunes travailleurs. En gros, là, on touche à la restauration collective. Et l'idée d'associer les associations, c'est aussi de se dire, les associations consomment sur le territoire. Aujourd'hui, on est dans cette logique de circuit court. Après, ça dépend de comment on définit le circuit court. Mais les associations aujourd'hui sont dans un modèle d'éco-responsabilité. En gros, ils s'approvisionnent sur le territoire auprès des agriculteurs pour pouvoir faciliter ce côté valorisation du métier agriculteur. Et derrière, les associations ont tout un intérêt à jouer dans un PAT parce qu'ils permettent de structurer les filières agricoles. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on va parler des labels SICO ou des labels qui existent au niveau reconnu au niveau national, AOP, IGP et compagnie. Les associations, par exemple du médico-social, quand ils vont acheter des produits, ils ont un cahier de charge. Sur le bio, ils savent que, je dis n'importe quoi, ils peuvent dire, moi j'ai envie d'avoir par exemple 2 tonnes de produits bio pour approvisionner auprès de mon EHPAD. Et derrière tout ça, il y a tout un enjeu autour du PAT qui se structure par rapport à l'acteur associatif qui est sur le territoire. Il y avait aussi ces questions où, quand on faisait dans les établissements scolaires, c'est ce que je présenterai après, il y a des jeunes qui vont à l'école, parfois on doit les sensibiliser sur
Enfin, tout à l'heure, M. Marceau parlait de l'éducation alimentaire, du gaspillage alimentaire qui représente près de 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Il y avait tous ces volets-là. Il faut sensibiliser aussi les jeunes. Et donc, du coup, les associations vont venir vont venir faire ce lien entre la stratégie du PAT sur l'éducation alimentaire en sensibilisant les jeunes dans les établissements scolaires sur le gaspillage, sur tout ce qui concerne l'alimentation et en mettant même des porteurs de parole, mais tout en étant dans une posture de bienveillance, d'éducation populaire, de faire participer les jeunes dans la construction des outils. Et c'est là où aussi les associations sont très fortes dans le PAT. Alors, je vais peut-être prendre aussi un autre exemple. Les associations sont aussi fortes dans tout ce qui concerne... j'ai parlé de l'appartenance citoyenne. Alors, je prends un exemple concret. Donc, c'était dans le cadre du programme, je crois, c'est Tetra, où le Pays de Château le Pays de Château qui est un des PAT de la région centre, qui est un PAT opérationnel, donc qui a dépassé le niveau émergent, niveau 2 qui est opérationnel aujourd'hui. Et dans ce PAT, ils ont mis en place un conseil local de l'alimentation. Et dans ce CLA, il y a 9 collèges. Et dans ces 9 collèges, on retrouve les personnes qui sont déjà bien convaincues par les PAT, par l'alimentation, par l'écologie, par tout ce qui est autour du paysage alimentaire. Mais ils avaient des difficultés à sensibiliser ou à toucher les personnes qui, pour eux, les PAT, c'était un truc d'écolo bobo, comme on dit, ou un truc, ça ne les concernait pas. Et c'est par là que nous, au niveau de la Ligue de l'enseignement, donc ils ont pu mettre en place l'ingénierie d'accompagnement, où il y a eu un salarié qui va auprès des habitants pour initier des temps d'échange, de partage, parce que les associations comme la Ligue de l'enseignement, ils accompagnent les centres sociaux. Ils sont aussi des prestataires, ils accompagnent les centres sociaux et ils font des animations dans les centres sociaux, dans les conseils de quartier. Et le fait d'être dans ces lieux-là, ça facilitait aux habitants et habitantes de venir comprendre qu'est-ce qui était un PAT. Et c'est par là aussi qu'on est en train de créer un autre collectif au niveau du CELEC qui s'appellera le collectif des mangeurs. Et là, il n'y aura que les habitants qui ne sont pas convaincus à ce qu'est le PAT. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Là, c'est un exemple un peu pratico-pratique sur ce qu'on fait. Il y a les défis alimentation avec Famille Rurale, donc ça, on a fait ça dans l'Indre-et-Loire, c'est dans le 37. On fait des défis alimentation en milieu rural. On a fait dans 2 PAT. C'est des défis alimentation qui sont coordonnés par le Grain de Centre. Donc les associations vont aller faire des défis sur zéro déchet, anti-gaspi, ou encore comment on peut se nourrir quand on est dans une forêt. L'idée, c'était de reconnecter aussi les personnes aux vivants, au cas où on avait peut-être des situations de crise qui pouvaient arriver. Donc voilà un peu ce que font les associations dans ce cadre-là. Alors là, il y a aussi les jeunes services civiques. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient dans le PAT ? Alors là, c'est les jeunes services civiques de la Ligue de l'enseignement. Alors ces jeunes dans le service civique, quand ils arrivent, on a un programme qu'on appelle le programme transitaire. Le programme transitaire va outiller ces jeunes sur les questions de transition écologique, beaucoup plus axées sur l'alimentation durable. Et ces jeunes, ils ont mis en place la brigade anti-gaspi. Ils vont s'appuyer sur les éco-délégués au niveau des établissements scolaires. Ils vont former les éco-délégués et derrière les éco-délégués vont former les collègues ou encore sensibiliser les collègues dans les salles de classe. Et pendant la pause méridienne, ils ont souvent un petit brassard pour dire ils sont une brigade anti-gaspi pour qu'il n'y ait pas trop de gaspillage alimentaire, pour que les gens ils puissent lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est un peu aussi une action qu'on fait dans les établissements scolaires. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup, Bérémy. Je vais passer la parole à Romain Desnaux pour présenter l'action du département. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors moi je suis Romain Desnaux, je suis chargé de mission transition écologique au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et notamment je suis coporteur, on est 2 à mi-temps sur le plan alimentaire territorial du conseil départemental. Alors c'est vrai que M. Marchand, vous parliez de contrat alimentaire, nous on a tendance à parler de plan alimentaire territorial, on s'est un peu renommé comme ça pour sortir de la notion de projet qui nous semble aussi pas totalement correspondre à ce qu'on essaie de mettre en place, mais plus sur une stratégie de plan, et donc de réflexion globale et systémique de ce que pourrait être un système vertueux de l'alimentation sur notre territoire. Je voulais commencer par vous présenter un peu la Seine-Saint-Denis, territoire sur lequel vous êtes aujourd'hui, qui a des spécificités démographiques, notamment par la densité de ses habitants. Il y a 1,6 million d'habitants en Seine-Saint-Denis. C'est un territoire très densément
peuplé, ce qui a beaucoup de conséquences aussi sur l'artificialisation de ce territoire qui est quasiment totalement artificialisé. Il nous reste un peu moins de 500 hectares agricoles en Seine-Saint-Denis, donc on n'est vraiment pas du tout dans des logiques de production locale, consommation locale, parce qu'aujourd'hui c'est à la fois trop tard et on serait beaucoup trop nombreux à nourrir sur un département qui est par contre petit en superficie. On a un taux de pauvreté double par rapport à celui à la moyenne régionale. On est le département de France métropolitaine le plus pauvre. Ce qui est quand même un de nos gros enjeux, notamment sur la lutte contre la précarité alimentaire. On a aussi une forte proportion de jeunes, ça presque un tiers de notre population a moins de 20 ans, et aussi de très nombreuses personnes de nationalité étrangère et très diverses. Voilà, sur aussi donc, ce département très fortement urbanisé, ce que je vous disais, sur le très faible taux de terres agricoles qui nous reste, alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, la Seine-Saint-Denis était un des greniers de Paris. Donc c'est quand même une urbanisation qui en moins d'un demi-siècle, en 50 ans, a totalement modifié le paysage de ce département. Pourtant, il y a quand même des choses assez intéressantes sur la dimension de l'alimentation, avec une agriculture urbaine qui est particulièrement dynamique, présente sous plein de formes différentes sur notre territoire, avec des jardins collectifs, même si certains ont pu être fermés récemment, mais qui sont encore très très dynamiques à l'échelle de notre territoire. Avec des nouvelles formes d'agriculture urbaine aussi qui apparaissent, que ce soit sur les toits ou dans des parkings, avec des vocations et productives, mais pas que, aussi vraiment de liens sociaux, d'être des espaces d'inter-échange entre toutes les générations et toutes les cultures. On se rend compte qu'il y a quand même de nombreux projets déjà présents et qui continuent à émerger sur notre territoire. On est aussi un territoire avec une autonomie alimentaire quasiment nulle. Ça, c'est ce que un peu le lien. On a plus de terres agricoles, très peu d'espace de stockage sur notre territoire, donc notre autonomie alimentaire est très faible, ce qui pose plein de questions, notamment à des moments tels que le Covid, où de nombreux flux logistiques se sont arrêtés. Voilà. Et juste pour le petit contexte administratif, parce que c'est toujours intéressant de nous positionner à ce niveau-là, on est donc en région Île-de-France, sur la métropole du Grand Paris. Nous, le conseil départemental, on a 4 établissements publics territoriaux qui sont nos EPCI à l'échelle métropolitaine, dont un qui porte un PAT à pleine commune et 39 communes. Donc, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis porte un plan alimentaire territorial depuis 2021 maintenant. On a été labellisé niveau 2 en avril de l'année dernière. L'origine de ce PAT départemental, et c'est là par contre le Covid, avec un double constat qui a été fait, l'explosion de situations de précarité alimentaire sur notre territoire, alors que c'est déjà haut, et notamment l'apparition de nouveaux publics tels que les étudiants ou les personnes âgées dans les différents dispositifs existants sur notre territoire, mais aussi la question de la qualité des produits qui étaient distribués dans les circuits d'aide alimentaire, et notamment avec une très faible présence de produits frais, légumes ou fruits. Donc le conseil départemental et nos élus ont décidé de se lancer dans cette dynamique de plan alimentaire territorial, avec certaines particularités. Déjà, c'est un plan alimentaire territorial porté par un département, donc ce qui est un peu moins fréquent, ce qui a déjà pu être dit, porté par la délégation à la transition écologique. Délégation, ce qui est intéressant, c'est qu'on est directement attaché à notre directeur général, donc ce qui fait qu'on peut travailler avec l'ensemble des services du département. On n'est pas dans les grandes colonnes administratives, ce qui est plutôt un moyen d'avoir une vision très transverse de toutes les thématiques sur lesquelles travaille le département. Et on est sur une transition écologique, donc prisme très important de la dimension écologique au sein de notre PAT, et sur ce territoire quasiment exclusivement urbanisé, ce qui est aussi assez peu fréquent sur la plupart des PAT, existants. On a deux grands objectifs. On a un objectif chapeau très large qui est de rendre accessible à toutes et à tous une alimentation durable et de qualité sur notre territoire. Donc vraiment avec cet enjeu et de durabilité et d'accessibilité pour faire face aux différentes précarités présentes sur notre territoire. Et ça prend un peu deux grands chapeaux. Un, sur la question de comment est-ce que les actions portées par le département sur l'alimentation, comment est-ce qu'on peut être exemplaire, autant des enjeux de restauration collective, de lutte contre la précarité alimentaire, d'accompagnement des travailleurs au RSA, voilà, tout ce qu'on essaie de toucher, et aussi vraiment un rôle de facilitateur, soutien d'initiatives sur l'alimentation à l'échelle de notre territoire, porté par des acteurs publics, acteurs associatifs, acteurs de l'ESS, acteurs de la recherche, acteurs économiques un peu classiques, mais vraiment être dans ce rôle de soutien et de facilitateur.
Pour ça, on a une méthodologie qui reprend l'acronyme PAT. Le P pour la production de connaissances, et il y a vraiment une logique de financer de la recherche, faire circuler la connaissance produite par d'autres pour essayer d'aboutir à une culture commune sur l'alimentation qui pourrait ensuite faciliter le travail partenarial des acteurs du territoire. On a le A pour agir, ça c'est une volonté très forte de nos élus, c'est qu'on ne soit pas à la recherche d'écrire un plan d'action pour ensuite essayer de le mettre en œuvre, mais vraiment de partir de ce qui fonctionne sur le territoire pour voir comment est-ce qu'on peut changer d'échelle, ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des moyens de le faire, mais d'être vraiment dans l'action. Et le T pour tisser des liens, qui fait notamment le lien avec la journée d'aujourd'hui, donc vraiment jouer ce rôle de mise en lien de l'ensemble des acteurs de la boucle alimentaire sur notre territoire. Petit point gouvernance avant de passer sur autre chose. Notre gouvernance, on essaye d'être le plus intégré possible, notamment avec les différents niveaux d'acteurs publics présents sur notre territoire, autant supra que intra, donc notamment dans le cadre de notre comité de pilotage ou de la région, la métropole du Grand Paris, les 4 établissements publics territoriaux, certaines communes sont invitées, ainsi que différents services de l'État, ADEME, DRAF, et la préfecture et la DRIL du 93 avec qui on travaille. Pour nous, c'est important qu'on soit dans cette démarche de concertation et intégrer le plus possible aux démarches des uns et des autres. On est aussi sur un modèle de chantier expérimentation. Donc on a 7 grands chantiers qui sont des espaces d'inter-échange entre les acteurs du territoire, qu'on essaye de faire d'être à la fois des espaces de partage, où on arrive à intégrer les dynamiques de l'ensemble des acteurs sur ces thématiques-là. Et aussi, on est dans une logique de copilotage. Sur ces 7 grands chantiers, il y en a 4 qui sont coportés par les établissements territoriaux de notre territoire pour essayer justement de tirer force du niveau de compétence de chacun des acteurs de notre territoire et qu'on arrive à avancer ensemble et qu'on ne duplique pas les mêmes réunions, les mêmes stratégies ou mêmes projets à chacun de nos échelles territoriales, mais qu'on arrive vraiment à avancer ensemble. Romain, peut-être je t'inviterai à faire pas trop long pour la fin. Donc on a pris un peu de retard. On peut passer donc sur ce point-là. Au lancement du PAT, on a fait réaliser par le Lab 3S, qui est un acteur associatif du territoire, et Teralim, un diagnostic alimentaire de la Seine-Saint-Denis, avec des données à l'échelle départementale. Ce que les acteurs du territoire nous ont très vite demandé, et ce qui nous intéresse aussi, c'était d'essayer d'avoir des données à l'échelle communale, établissements publics territoriaux, départemental, ce qui n'était pas possible avec le diagnostic qu'on avait fait. Donc l'année dernière, on a été accompagné par une stagiaire qui nous a créé un premier observatoire de l'alimentation en Seine-Saint-Denis avec de la donnée à l'échelle communale, ce qui nous permet ensuite de faire des additions pour arriver à l'échelle établissement public territorial, puis départemental. Là, je vous ai mis pardon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le sommaire de notre observatoire, donc, qui a été publié, qui est sur notre site depuis novembre dernier, qui reprend à la fois des caractéristiques sociodémographiques de notre territoire et aussi les différentes thématiques sur lesquelles on travaille dans le cadre du plan alimentaire territorial. Le but de cet observatoire n'était pas de créer de la nouvelle donnée, mais vraiment de collecter la donnée existante sur notre territoire et qui ne sont pas forcément agrégées, et en tout cas qu'on se posait toujours ces questions de où les trouver, pour ensuite nous permettre d'en faire des croisements et essayer d'en faire un outil d'aide à l'évolution des politiques publiques. Je vous ai mis quelques exemples de types de données que vous pouvez trouver. Donc il y a autant des ratios que de la cartographie, que du découpage commune par commune. Donc voilà un peu aussi comment est-ce qu'on se positionne sur ce sujet-là. On a vraiment été sur un travail donc là, qui a été finalisé en novembre, qui est une première version de cet observatoire-là. Plein de questions se posent à nous aujourd'hui, de est-ce qu'on est le bon niveau pour porter un tel observatoire, de comment est-ce que les acteurs du territoire peuvent se saisir de cet outil-là, de comment est-ce qu'on arrive à le mettre à jour. C'est toujours un gros sujet sur ces plateformes-là. Et donc, on s'ouvre à un champ vaste d'interrogations suite à ce premier travail. Merci. Merci Romain pour cette prise de parole. On peut l'applaudir aussi, oui. Alors c'est injuste parce que celui qui passe en dernier, des fois, il a moins de temps que les autres. Mais pas forcément. Ouais, comme je suis déjà intervenu. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Mais tu peux quand même prendre le temps d'expliquer, bien sûr. Cette fois-ci, France PAT. Alors, première diapo, peut-être vous expliquer, on est déjà venu dessus, mais l'origine de France PAT.
Donc déjà, ce qui était avant France PAT, c'était le RNPAT. Le RNPAT, en fait, c'était un projet financé par le réseau rural national qui était porté par Terres en Ville et Chambre d'agriculture France avec 8 autres partenaires fondateurs qui sont des universités et puis des réseaux nationaux. Donc les réseaux nationaux, c'est en plus des 2 réseaux que j'ai déjà mentionnés, Terres en Ville et Chambre d'agriculture France, le réseau des intercommunalités, ADCF, maintenant c'est Interco de France, le réseau des agences d'urbanisme, et puis un département, le département du Gard, qui est je dirais le premier PAT, puisqu'ils ont déposé leur projet alimentaire territorial dès 2014 à l'appel à projet PNA. Donc lors du premier appel à projet PNA qui suivait le dispositif. Et puis, donc, c'est un projet. Donc, que veut dire projet? On a postulé donc, à cet appel à projet avec l'idée de mettre ensemble autour de la table les acteurs des PAT, ce dispositif dont on ne savait pas ce qu'il allait devenir, et pour travailler sur comment co-construire ensemble un PAT. Et puis, comme les territoires s'en emparaient, très rapidement, on a monté un réseau des acteurs des PAT, donc les porteurs bien sûr, mais aussi des acteurs nationaux et puis les acteurs des territoires qui s'impliquaient dans les PAT. Donc l'idée, c'était de mettre en place, de travailler ensemble sur la co-construction. Et puis, donc, le réseau a pris forme avec la dynamique réseau qui est une gouvernance très informelle. Et puis, pareil, pour une adhésion plus symbolique, c'est-à-dire témoigner, se signaler pour rentrer dans la boucle des échanges, avec une grande limitation. On avait à l'époque un portail, donc le site RNPAT, qui avait un observatoire, mais l'observatoire, il était rempli par les porteurs du dispositif, enfin Terres en Ville et Chambre d'agriculture France, avec les informations qu'on avait. Et du coup, comme le disait Isabelle tout à l'heure, nous, pour remplir nos fiches PAT, on menait des entretiens et puis on faisait des fiches. On avait des fiches très synthétiques ou bien des fiches plus qualitatives. Mais du coup, on sollicitait du temps des agents, comme l'ADEME pour monter ses fiches PAT, comme le ministère, comme les réseaux régionaux, par exemple Centre Val de Loire, avaient ses fiches PAT également. Et du coup, toutes les fiches étaient à moitié selon le biais, je dirais, de la personne qui menait l'entretien. Il y avait parfois des compléments, parfois on trouvait un peu plus d'informations sur l'une que sur l'autre en fonction des informations, mais voilà, donc pour avoir une vision très globale, complète, il fallait voir l'ensemble des fiches PAT ou bien voir une si elle apportait les réponses. Du coup, l'idée, initiée par l'étude ADEME pour centraliser ces informations, d'avoir un portail qui mutualiserait l'ensemble des fiches PAT. Et puis, il y a eu un certain sénateur qui a fait une étude, qui a fait des préconisations justement d'avoir un réseau national, cette fois un réseau national plus institutionnalisé, qui regrouperait l'ensemble des acteurs de manière... l'ensemble des acteurs, puisque le RNPAT, c'était très volontaire avec ce système d'adhésion.
Et puis, bien sûr, sans mettre de lien chronologique, il y a eu le Covid, avec l'ensemble des du changement d'échelle que le plan France Relance a apporté. Avec peut-être comme, juste pour avoir en tête l'ordre d'esprit, en décembre 2020, il y avait le RNPAT dénombré 197 PAT, dont 41 étaient reconnus par le ministère. Un an après, il y avait 350 PAT reconnus par le ministère. Et actuellement, on est à 450 PAT reconnus. Donc, en fait, l'une des choses qui a changé, c'est qu'avant, on était sur un dispositif qui était principalement volontaire. Il y avait très peu de financement. Les financements du Programme national pour l'alimentation, et puis quelques autres financements, mais des financements leaders mobilisés par les territoires ruraux. Mais on s'arrêtait là. Donc c'était surtout une politique volontariste des intercos. Et donc voilà, là il y a le plan de relance qui met les 80 millions sur la table, plus 8 millions sur l'émergence. Et on arrive donc à une grande manne financière, mais à voir, un certain nombre de PAT s'en sont emparés pour parfois des opportunités, et ce sont les premiers qui vont disparaître avec la raréfaction des fonds publics, mais a priori, on voit quand même des choses très intéressantes qui se passent sur les territoires, des dynamiques avec les acteurs. Et maintenant, l'une des grandes difficultés qu'on a, c'est comment mesurer l'impact. Et aussi, par exemple, pour le ministère, pour obtenir des fonds, pouvoir dire que l'argent public est bien utilisé, l'argent public de l'État, l'argent public des collectivités. Donc, à tous les niveaux, il y a cette problématique de l'impact. Avec, pour le mesurer, donc l'observatoire qui est sur... donc, vous avez l'onglet observatoire, plus un certain nombre d'autres onglets qui servent à mettre à disposition des outils. Mais dans l'observatoire, il est rempli par l'ensemble des porteurs de PAT, avec une carte interactive et tous les PAT. Et les fiches PAT sont remplies par chaque porteur de projet, chaque animateur de PAT. Normalement, c'est une obligation pour être reconnu et puis pour postuler à des fonds. Et du coup, il y a un certain nombre de rubriques enfin voilà, c'est assez complet. Et avec quand même l'idée de mettre à disposition, même dans les fiches PAT, des indicateurs qui vont donner une idée pour mesurer dans le temps l'impact des PAT. Merci. On peut l'applaudir, je pense. Ça va? Là, je sens que vous avez pris 3 coups de massue. Alors, moi, je voudrais remercier pour vos présentations, et j'aimerais souligner quand même une chose qui me paraît très importante par rapport à ce matin. C'est que là, vous voyez qu'on a changé d'échelle. C'est-à-dire que dès qu'on veut parler concrètement de ce qui se passe, mais qu'on se situe non plus à l'échelle locale, mais à l'échelle départementale, régionale ou nationale, et en fait, ils l'ont très bien fait, mais il y a tout de suite une nécessité d'expliquer tout un tas de choses, de quelle échelle on parle, de quel acteur on parle, et qu'est-ce qui s'y passe, avec des tas de mots et beaucoup d'acronymes. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a
on a triplé le nombre d'acronymes par rapport à ce matin. Et c'est pas du tout... et ça a été très bien expliqué. Mais c'est l'échelle territoriale, l'exigence de se retrouver à un niveau d'abstraction en fait, supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce niveau-là, qu'on pourrait dire, bah oui, c'est un peu abstrait, etc. Mais en fait, il se passe des actions très concrètes. Sauf que ce ne sont pas des actions, on va dire, avec le sol, l'élevage, la précarité, etc. C'est de l'organisation, c'est de l'information, c'est de la réunion aussi, c'est de la diplomatie, de la coopération, etc. En fait, c'est tout un tas de choses qui, in fine, retombent, entre guillemets, sur des acteurs pour les aider à mettre en œuvre leurs projets. Je pense que c'est bien de le dire. Et donc, dans cet après-midi, notre enjeu, on a beaucoup parlé des PAT. Vous avez vu quand même, là, on a parlé de un département, une région et un portail. Et déjà, ça fait une somme d'informations. Je pense que limite, je vous dirais, là, c'est la pause, vous seriez content. Ce que vous avez vu aussi, c'est, dès lors qu'on rentre dans des plans, des outils, etc., vous voyez bien le nombre de concepts, de critères, d'attributs, de propriétés qu'il faut décrire. Et forcément, chacun le fait à sa façon, avec sa grille de lecture, déjà pour que ce soit au plus près du besoin. Donc on est en plein cœur de notre table ronde, là, de savoir comment on fait. Alors, eux, comment ils font, et comment on pourrait faire ensemble, et comment nous aussi, Portail, on peut faire avec eux, pour... qu'est-ce qu'on va mutualiser là ? Qu'est-ce qu'on va mettre en commun, en fait ? Qu'est-ce qu'on va articuler pour faire plateforme, pour faire coopération ? Vous avez 3 minutes. Alors, quand même, je vais vous orienter un peu plus la chose, parce que c'est un peu abrupt, mais c'était l'interrogation fondamentale de ça. C'est pour vous dire que c'est difficile, en fait. C'est très complexe. Peut-être que c'est pas possible. On ne sait pas. Bon, on a quand même envie de penser que c'est possible, sinon on ne serait pas là. La question que je vais vous poser, c'est, avant de pouvoir aussi prendre vos questions assez rapidement, c'est en fait, quelle particularité vous voyez de votre échelle territoriale par rapport à votre territoire ? Bon, tu es en Centre-Val de Loire, le mouvement associatif que tu as décrit, il est à l'échelle régionale avec 30 000 associations. Donc pour atterrir sur le terrain, dans les projets concrets, qu'est-ce qu'il te faut faire ? Ça passe par qui ? Il y a combien d'intermédiaires, entre guillemets ? C'est quoi le chemin ? Et j'aimerais poser la même question aussi à vous deux. C'est sûrement des chemins différents, mais peut-être dans une illustration assez concrète, pour qu'on voit à quoi ça ressemble, en fait. D'accord ? Merci Damien pour ta question. Qui est assez complexe parce que, alors, quand tu me dis ça, je me fais faire une photo dans ma tête pour voir comment je fais sur le terrain quand je travaille. En gros, pour être plus concret, au niveau de la région Centre-Val de Loire, on a 6 départements. Donc on a 6 départements. La région Centre-Val de Loire est couverte à 85% des projets alimentaires territoriaux. Donc on a autour de 25 PAT qui sont reconnus par le ministère de l'Agriculture, donc qui sont, je crois, enregistrés dans France PAT, que vous pouvez voir. Et quand on travaille, nous, mouvement associatif, on a une tête de réseau, on a 8 réseaux, on a 6 départements, on a des disparités entre les départements, on a un département qui est un peu plus du côté de l'Île-France, donc dans l'Île-de-France, au niveau de l'Eure-et-Loire, où il y a Chartres et Dreux, un autre département dans l'Indre-et-Loire qui sont un peu plus rapprochés de l'autre côté, et c'est très disparate, et il y a des écarts énormes déjà en termes de rien que, faut voir que quand tu es à Orléans, tu ne peux pas aller à Chartres en train. Parce qu'il faut passer par Paris. Donc rien que voir ça, on comprend déjà la difficulté qu'il peut y avoir. Alors en termes de travail, comment ça se passe ? Ouais, merci. Alors, merci, parce que je peux être un peu bavard aussi quand je parle. En termes de travail, comment ça se passe ? Alors moi, je vais sur les territoires. Donc je fais les 6 départements quand je travaille. Je vais sur les 6 départements. En gros, je vais un peu un éclaireur, permettez-moi le terme, c'est pas la guerre, c'est juste pour mieux éclairer les choses. Je vais en éclaireur, je vais sur les territoires, quand il y a des réunions PAT, j'y vais, on me sollicite, on m'appelle, parce que je suis aussi mandaté par la région pour faire ce travail. En gros, je vais sur les territoires, là où il y a des PAT, j'écoute ce qu'il y a autour de ce PAT, si le PAT il est intéressant, et moi je vais appeler les réseaux pour leur faire descendre l'information. C'est-à-dire, dans ces territoires, il y a déjà les réseaux associatifs qui y sont,
Il y a des associations qui sont déjà implantées, mais les associations n'ont pas l'information du PAT. Donc moi, on doit m'appeler pour que j'aille sur le terrain, pour que je puisse prendre part à la construction du PAT et ensuite associer les associations dans les échanges. Et il y a aussi des difficultés parce que les associations n'ont pas des moyens humains nécessaires ou encore toujours disponibles pour aller dans ces dispositifs de PAT, malgré qu'il y a la participation citoyenne qui est fortement requise. Donc c'est très complexe de pouvoir décliner l'action directement dans ce sens-là. Il y a des disparates énormes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Super, merci. C'était très, très concret. Du coup, je reformule pour notre problématique, pour qu'on réussisse à rester accroché à notre logique d'information et d'orientation. Donc là, en fait, tu es un moyen mutualisé, en fait, d'une certaine façon, pour les associations, pour leur permettre d'aller capter des informations précises et les redistribuer, en fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien ça. Enfin, il faut que j'y aille, j'ai l'info. Et après, c'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup d'éléments, parce qu'il ne faut pas oublier les choses. Il y a aussi des sensibilités politiques par rapport au territoire. Parce qu'il y a des territoires où, quand tu y vas, les associations ont des coupes budgétaires, ou encore les associations ne sont pas prises en compte dans la construction du budget dans des territoires. Ça dépend aussi parfois des couleurs politiques, des sensibilités politiques, et surtout aussi de la production agricole du territoire. Donc, si tu vas dans un territoire où l'agriculture, elle est céréalière, et ok, il y a plein d'intrants et plein de pesticides. Nous, en France Nature Environnement, quand je reviens dans mon CA, ils me diront « Ah ben non, mais regarde, il y a des pesticides, on ne peut pas aller là-bas, non, par alimentation durable. » Donc, il y a plein d'éléments qu'il faut que tu prennes en compte pour pouvoir décliner l'action aussi derrière. Ok, donc ça veut dire que tu fais un premier rôle de faire circuler l'information, la bonne information aux bonnes personnes, mais aussi tu interprètes le contexte, en fait, pour pouvoir dire... Là, il faut que je donne telle information de telle façon, etc. Et on en parlait un peu notamment dans l'atelier 2. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, tu fais un travail de compiler cette information pour savoir comment tu dois la diffuser. Et tout à fait, c'est dur. Ouais, c'est dur, oui, mais c'est important de le dire, je pense. Ouais, c'est difficile. Ouais. Et ça fait partie notamment, tu nous expliques là que concrètement, non seulement tu vas sur le terrain à l'écoute des gens, mais après, tu passes de contexte en contexte, ouais, pour faire ce travail d'interprétation. Tout à fait. Parce que l'idée, c'était que nous, on puisse avoir des postes de salariés dans toutes les réseaux, dans tous les 8 réseaux. Alors, avoir des postes de salariés, c'est beau de le dire, mais il faut avoir des moyens financiers. Et il faut aussi que les acteurs puissent s'acculturer sur le projet, puissent comprendre c'est quoi le projet. Et là, ça prend un temps énorme d'acculturation. Il faut falloir ramener les choses. Il faut que la mayonnaise finisse par prendre, mais il faut aller tout doucement parce que c'est un projet. Il faut accompagner, il faut faire la formation et c'est beaucoup de choses autour. Et c'est pas avec 2 ETP ou un seul ETP que tu arrives à faire tout ça, quoi. Voilà, donc on est là au cœur de notre sujet, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir que des ressources existent ou de l'information pour être capable, même humainement, vis-à-vis d'un moyen ou d'une culture, de s'en saisir, ou même d'un sens. Et donc ça fait partie aussi des problématiques. Si on se met à décontextualiser des ressources parce qu'elles sont plus sur un territoire précis, elles sont plus, etc., et comment on fait pour qu'elles aient du sens encore pour les autres personnes qui les découvrent ? Ouais, c'est une bonne question. C'est compliqué. Paul, est-ce qu'on peut te passer la parole ? Ou Romain, comme vous voulez. Tu peux prendre la parole. Ouais. Nous, déjà, on est au niveau national. Donc, le lien avec les territoires, il est un peu moins fort. Et aussi, avec le nombre, il est toujours difficile le nombre et la diversité de les représenter, de se les représenter en direct. Et c'est pour ça, il y avait un onglet à la fin qui est l'onglet réseaux régionaux. Et ça, là, j'ai surtout parlé dans la présentation du portail, mais on a un rôle d'animation de réseau aussi important. Et animation de réseau, on essaye au maximum de faire réseau avec les PAT. Et ça, il y a eu, lors du changement entre RNPAT et FrancePAT, il y a eu le premier carrefour des PAT, où un grand rendez-vous avec l'ensemble des PAT en juin 2023, 300 PAT qui se sont retrouvés. Manque de chance, un an après, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale, donc le carrefour des PAT qui devait avoir lieu à Tours a été annulé.
Et du coup, le rassemblement, il a eu lieu par des webinaires, 7 webinaires en octobre. Mais du coup, l'idée est de faire réseau également, de faire remonter les expériences, faire se rencontrer les porteurs, mais aussi les acteurs des PAT. Mais du coup, on ne peut pas avoir de relation en direct avec les 450 PAT, ni avec l'ensemble des acteurs qu'il y a sur tous ces 450 territoires. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. Nous, on a un rôle surtout au niveau national. On essaye déjà de contacter les acteurs nationaux, de les convaincre de l'intérêt qu'il y a à travailler sur ce dispositif PAT. Les acteurs, bien sûr, plus de l'agriculture, de l'alimentation. Et puis, la partie relation avec les territoires, nous, on a au maximum de ce qu'on peut des relations avec les territoires, mais surtout, on les réoriente quand ils s'adressent à nous vers leur réseau régional. Donc c'est dommage, Camille Chauven est malade parce qu'elle aurait parlé de ce rôle, de ces interactions qu'elle a avec les territoires en infra et avec le niveau national en supra. Et du coup, on est vraiment en étroite relation. On a des échanges assez réguliers, et que ce soit pour partager notre programmation. Par exemple, quand on organise des webinaires au niveau national, on essaye de le faire en relation avec les réseaux régionaux pour éviter qu'ils aient une multitude d'offres et qu'ils ne sachent où mettre la tête. C'est l'une des critiques, on parlait tout à l'heure des fiches pattes, mais il y a également les événements réseau qui se multiplient sur l'alimentation. Et du coup, quand on peut trouver une certaine cohérence, et puis de pouvoir réorienter sur les mêmes ressources, c'est l'une des idées. Merci Paul. Romain, un mot aussi sur ça, sur l'échelle départementale. Oui, et je vais peut-être revenir découper en 3 points sur la manière dont on peut travailler. Ce que je vous disais, on travaille sur un peu l'exemplarité des actions portées par le département. Quand on travaille sur l'exemplarité de nos missions, on essaye toujours quand même d'avoir dans les logiques et notamment dans les retours d'expérience qu'on fait, que ça soit réfléchi pour que ça puisse être transmissible à l'ensemble des acteurs de notre territoire et plus largement. Par exemple, je prends un exemple très concret. Il y a 1 an et demi, on a fait le renouvellement de nos marchés d'approvisionnement pour les 130 collèges du département et les 49 crèches qu'on gère. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler à un retour d'expérience de toute la méthodologie, tout le travail qui a été réalisé pour essayer d'améliorer nos approvisionnements, qu'on va ensuite rendre public et donc accessible à l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous pour que ce qu'on essaye de faire, tout le monde n'essaye pas de le faire dans son coin et qu'on arrive à s'enrichir les uns les autres de retours d'expérience de projets qu'on peut porter. On a aussi toute cette logique de travail partenarial qu'on essaie d'incarner à travers les expérimentations, où là on perd un peu l'échelle départementale, parce qu'on va tendance à aller sur des expérimentations à petite échelle, parce que c'est des expérimentations et que se lancer directement sur l'ensemble du département, c'est trop compliqué, que ce soit en termes justement de montage de projet, mais aussi de recherche de financement. Donc là, par exemple, en ce moment, on mène un projet avec Action contre la faim de chèque alimentation durable, Vitalim, qu'on vient décliner à l'échelle de 4 communes du territoire. Donc, en soi, sur le département, on a 39 communes. Là, on n'en a sélectionné que 4, une par établissement public territoriaux, parce qu'on est toujours quand même sur cette logique d'ancrage territorial à l'ensemble du territoire et de circulation de l'information. Mais voilà, sur le volet partenarial expérimental, on va redescendre à une échelle plus locale que l'échelle départementale, même si nous, en tant que département, on utilise aussi ces expérimentations pour pouvoir porter un plaidoyer, et là, plutôt au niveau national, en se disant, voilà, on a fait d'expérimentation, voilà ce qui fonctionne, voilà vers quoi est-ce qu'on aimerait tendre, et le portage du plaidoyer, là, est à une échelle plus large même que juste le département. Et il y a un dernier volet sur la partie gouvernance et un peu connaissance, où ce que je disais tout à l'heure, on essaye d'avoir le plus d'acteurs des différents niveaux présents dans nos instances de gouvernance, dans les groupes de travaux. Mais nous aussi, on essaye d'être présents, où que ce soit au sein, il y a un réseau des PAT au niveau régional porté par la métropole du Grand Paris et la Chambre d'agriculture Île-de-France en région Île-de-France.
On peut être dans les comités de pilotage du PAT de pleine commune, qui est l'autre PAT présent sur notre territoire. On peut être présent lorsque les villes lancent des stratégies d'alimentation dans leur comité de pilotage. On peut aussi travailler avec des acteurs externes au département. Notamment, on est un des 7 membres fondateurs de l'association Agri-Paris-Seine, qui regroupe la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, Haute-Paris, PETR Pays de Lyon, métropole du Havre, métropole de Rouen et nous, sur ce lien entre territoire producteur, territoire consommateur, autour du lien de la restauration collective. Donc on essaye de jouer à différents niveaux en fonction de ce qu'on cherche à porter, avec des méthodologies différentes et donc des relations différentes dans ce qu'on fait. Merci beaucoup, j'imagine que tu n'as pas des semaines trop chargées. Non, ce n'est que mon mi-temps, je suis sur autre chose sinon. Bon, Romain est très efficace dans son travail. Il fait beaucoup de choses en peu de temps. Avant de vous passer la parole sur tous ces sujets, vous voyez, il y a vraiment tellement à dire qu'on pourrait remplir tout ça. Mais je pense que c'est important qu'on puisse échanger. J'ai une dernière question qui là vise à être très concret sur, vous l'êtes déjà, hein, mais je veux dire encore plus concret sur la réalité de votre travail. Quand vous faites tout ça, quand vous allez voir les acteurs, vous allez, etc., vous trouvez des infos, vous les passez, vous réorientez, c'est quoi vos outils? Est-ce qu'on est en train de parler des mails, du bouche à... pas du bouche à bouche, mais du voix à voix, pardon. C'est que la journée avance. Est-ce que c'est des choses comme ça, des relations, en fait, etc., ou est-ce que vous utilisez d'autres types d'outils, très, très basiquement parlant? Par exemple, nous, au niveau de la région Centre-Val de Loire, on a cette chance d'avoir Impact Centre qui, en gros, travaille du coup de concert avec France PAT. Et eux, ils animent le réseau des PAT au niveau de la région Centre. Alors, quand ils ont des besoins, ils me font part des besoins. Et moi, pour travailler, en gros, avec les têtes de réseau associatifs, alors généralement, on se prend des temps d'échange, on se fait des réunions, parfois des réunions interminables, parce qu'il faut faire des réunions. Pour construire l'action, il faut se réunir. On ne peut pas construire l'action à distance. Donc on se fait des réunions, on passe par des temps de réunion. Et on a aussi notre site, au niveau de notre site, on a notre page. On a pas mal d'outils où on a une cartographie de tous les acteurs associatifs qui travaillent en lien avec l'alimentation, mais qui sont du coup adhérents au mouvement associatif. Et on a fait une cartographie sur les 6 départements, avec les différents secteurs, donc médico-social, sport, jeunesse, éducation populaire, foyer jeunes travailleurs et aussi les associations sportives. Et quand il y a un besoin spécifique, je vais aller sur cette cartographie pour voir. Et cette cartographie, il y a des moments où ça bouge parce que les acteurs associatifs, il y en a qui disparaissent. Bon, ça arrive. Et ça peut montrer aussi la complexité de cet outil ou encore des points de vigilance sur l'outil. Ou encore, parfois on arrive à faire des temps d'animation des départements où je dois y aller sur le département pendant les périodes de co-animation des têtes de réseau. Je viens, on travaille, on profite de ce moment-là pour travailler. Et c'est principalement des réunions en fait. Ouais, c'est beaucoup de réunions. C'est beaucoup de réunions. En gros, moi, je me balade beaucoup. Là, j'ai quitté Orléans, je suis à Paris aujourd'hui, donc je me balade beaucoup et c'est pareil pour mes missions. Donc c'est beaucoup de réunions, beaucoup de temps d'animation, beaucoup de visio. Beaucoup de visio pour essayer d'être aussi durable dans la mobilité, pas que dans l'alimentation. Donc on fait souvent beaucoup de réunions. T'as pas des semaines trop chargées non plus, ça va? J'aime bien, c'est un peu la passion, c'est ce que j'aime bien faire. C'est aussi ça qui permet de travailler. Je le dis en rigolant, mais en vrai, ça fait partie des sujets qu'on n'aura peut-être pas le temps de parler. Hein. Le moyen, la charge que ça fait peser sur tous ces métiers intermédiaires un peu entre... Oui. Par exemple, tu parlais de moyens humains. Moi, dans ma structure, on a besoin d'avoir 2 postes. Mes administrateurs disent, Bérémy, il faut 2 postes parce que c'est trop de choses, il n'y a pas assez de temps. Et donc, du coup, c'est beaucoup de temps de coordination. Donc, ça aussi, c'est un problème. Et parfois, on ne le voit pas venir, on peut avoir un burn-out. Je ne me le demande pas. Donc, on ne sait jamais. Ouais. Donc, ça fait partie aussi du sujet de dire que plus on augmente le nombre d'informations disponibles, le nombre de thématiques, il a explosé. Le nombre d'acteurs qui essaient de se coordonner, il a explosé. Et tout ça, c'est de la charge qui retombe sur les personnes qui sont en charge de coordonner, d'informer, etc. Et je pense que ça a participé aussi à l'émergence du projet de Portail, de dire quelle solution
on peut trouver pour décharger un peu aussi, en fait, pour essayer de limiter des canaux, parce que à la mano, à tout faire, tout faire soi-même, en fait, c'est trop. C'est souvent trop, en tout cas. Sur les outils de travail très concrets, mail, de la relation, Oui, alors c'est vrai que c'est beaucoup d'interconnaissances. Donc ce qui a aussi un coût, c'est que lorsque les gens changent de poste, ça se perd énormément. Là, voilà, ça fait 4 ans que je suis à ce poste, et donc ça y est, je commence autant à être identifié qu'à identifier les acteurs du territoire, les espaces où trouver des ressources sur notre territoire. Effectivement, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, parfois fortuites, et que je sais que commence à devenir aussi un référent, en tout cas un espace ressource pour les acteurs du territoire qui peuvent venir vers moi pour me dire voilà, moi j'ai telle demande, est-ce que tu aurais des idées d'exemples ou documents qui pourraient nous orienter. Mais ça se pose beaucoup la question de la difficulté de la circulation de l'information, parce que voilà, aujourd'hui c'est moi le facilitateur de la circulation de l'information, mais qui est très lié à moi. On n'a pas de plateforme, on n'a pas d'espace de stockage, donc le jour où je partirai, on va repartir peut-être pas à zéro, mais pas loin. Donc se pose vraiment cette question-là de comment est-ce qu'on arrive à accumuler, à faire bien circuler, parce qu'on se rend compte qu'on arrive souvent à avoir de l'information quand on la cherche, mais comment est-ce qu'on la rend accessible à toutes et à tous, ça c'est une vraie question. Et notamment sur ce niveau PAT et pas PAT, parce qu'effectivement nous on a un PAT à l'échelle départementale, mais on n'est que 2 PAT, et donc en tout on est 4 chargés de mission, on va dire, en Seine-Saint-Denis à travailler sur le PAT, parce qu'il y en a 2 à pleine commune. Nous, on est 2 fois un mi-temps, donc c'est un poste, mais voilà, on est 4 chargés de mission PAT en Seine-Saint-Denis. Et il y a plein de villes, plein d'acteurs associatifs, plein d'acteurs de l'ESS, de la recherche, qui travaillent sur l'alimentation, qui ne sont pas des PAT. Là se pose aussi la question, quand on a des plateformes telles que FrancePat, où nous, on vient mettre à jour tout ce qu'on fait, mais tous ces acteurs qui ne sont pas des PAT, n'ont pas de fiches, donc soit c'est nous qui arrivons à les faire remonter parce qu'on s'en sort bien et qu'on a différents partenariats dans nos relations pour le faire remonter, mais c'est aussi un gros enjeu de tous ces acteurs qui travaillent sur l'alimentation, qui ne sont pas sous des PAT, qui ont plein de données. Et juste, oui, moi je tenais aussi à redire sur le côté humain et charge de travail. Moi je suis vraiment un facilitateur, je ne fais pas grand chose sans les autres, donc c'est aussi effectivement tout ce qu'on arrive à apporter, c'est parce que y a des porteurs de projets de PAT, mais en soi, moi mon action sur la restauration collective, je suis facilitateur sur la précarité alimentaire, je suis facilitateur, c'est pas moi qui porte les projets qu'ensuite qu'on met en place. Donc voilà, on est des axes pivots, un peu de circulation d'informations, de facilitation, tout ce qu'on veut, mais on porte, enfin moi sans les autres, je fais rien. Peut-être aller rechercher des financements de temps en temps, mais à part ça, voilà, il y a vraiment beaucoup besoin des autres. Si, bien sûr. Pour peut-être mentionner que pour moi c'est la même chose au niveau national, avec peut-être un peu plus le lien entre Terres en Ville en tant que structure, association, réseau. On a 24 territoires d'agglomération qui sont membres, et du coup là, on a la possibilité d'avoir une interconnaissance beaucoup plus importante, et ce sont des territoires qui sont en règle générale en avant-première parce qu'ils ont un historique. L'exemple du Douaisis est assez parlant, comme le rappelait tout à l'heure le sénateur Marchand, avec notamment des historiques de politique agricole alimentaire qui se sont transformés en PAT. Et du coup, et souvent qui sont à la pointe des innovations dans les PAT. Et donc, on essaye d'être particulièrement vigilant à tout ce qui se passe, en tout cas sur nos territoires membres, et d'alimenter comme ça, au moins, enfin, d'avoir une source d'alimentation en vis-à-vis, je dirais, en direct. Et puis, bien sûr, le lien avec les réseaux régionaux que je mentionnais, beaucoup d'échanges avec les réseaux. Il en faudrait toujours plus. Et ça, c'est, on souhaitait, enfin, pour le portail FrancePat, on a mis beaucoup d'emphase sur la partie collaborative. C'est-à-dire qu'il y a un onglet en haut à droite du portail, s'impliquer. Il y a la possibilité de faire remonter des offres d'emploi, de faire remonter des outils, de faire remonter des fiches acteurs, enfin beaucoup de choses. Mais
bon, déjà, même quand... enfin, ça demande beaucoup de temps et pour vérifier ce qui est écrit, pour le mettre en ligne. Mais l'objectif est que ça se soit fait le plus facilement possible. Mais surtout, ça demande une animation. Les choses, enfin, si on ne le mentionne pas, si il faut amorcer à chaque fois, c'est-à-dire dire ça existe, il y a cet outil pour contribuer. Sinon, personne n'y pense, personne, même les fiches pattes, c'est obligatoire. Et il y a encore des fiches pattes qui sont très peu remplies, parce que ça prend du temps. Et le temps est tellement limitant. Et ça, je ne sais pas pour toi, Romain, mais dans la vie des chargés de mission PAT, une grande partie est chercher de l'argent pour son PAT. Chercher de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Répondre à un appel à projet. Et c'est pour ça, l'un des éléments pourquoi le plan de relance a été applaudi avec autant de bras, tout simplement parce que ça diminuait le temps. On ne devait pas écumer tous les sites internet, tous les appels à projets existants. Il y avait une voie directe et du coup, les chargés de mission PAT ont économisé un temps mais énorme. Bon, à côté, ils devaient rendre des comptes, mais ils avaient des sous qui étaient fléchés pour eux. Et enfin voilà, le temps c'est de l'argent et aller chercher de l'argent c'est du temps. Et du coup, ça consomme beaucoup des moyens mis à disposition des PAT. Là, je ne parle pas des moyens de l'État, mais des moyens des collectivités, principalement, à chercher de l'argent. Merci pour ces interventions. On va passer aux questions de la salle. Vous avez souligné quand même plusieurs points assez importants. Le fait que la circulation de l'information, même sa pérennité, la pérennité des connaissances, elle est liée aux personnes. Si ces personnes partent, on perd tout cet effort qui a été fait éventuellement, ce qui est assez important. Et le fait qu'il y a des acteurs aussi qui en fait sont moins visibles que d'autres, sont moins relayés que d'autres parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes plans que les autres, etc. Et qu'on a aussi un enjeu de montrer la diversité de l'alimentation durable. Donc comment on fait aussi pour intégrer ces acteurs dans les flux d'information et de représentation. Est-ce que vous avez des questions qu'on pourrait prendre pour nos intervenants sur ces sujets? Si vous êtes encore là. J'ai fait tomber mon téléphone, c'est pas grave. Bonjour, donc Jules Colombo de Max Havelaar France. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, on voit bien que les PAT, c'est des structures qui sont largement portées par les collectivités, etc. En parallèle, depuis quelques années, il y a la loi Egalim qui s'est mise en place avec des exigences sur la commande publique et des pourcentages à atteindre sur une commande publique labellisée durable. Aujourd'hui, je crois que c'est 18%, si ma mémoire est bonne, de collectivités qui sont conformes à cette loi. Quand on regarde la cartographie des PAT en France, on voit qu'on a un bon maillage finalement des PAT avec pas mal de territoires couverts. Est-ce que les PAT, c'est un bon outil pour aider à la conformité des collectivités sur le volet Egalim? Et si oui, qu'est-ce qui manque? Comment vous, professionnels intégrés dans ces PAT, vous pensez que vous pourriez travailler différemment? Qu'est-ce que vous avez besoin peut-être pour pouvoir appuyer les collectivités sur une plus grande conformité à la loi Egalim sur la commande publique? Alors, peut-être là où il manque encore des choses pour les PAT, ils sont portés par des collectivités qui doivent montrer l'exemple aux acteurs, qui demandent aux acteurs de s'impliquer et du coup cherchent à montrer l'exemple et être exemplaires. Et pour cela,
elles vont intervenir sur leur champ de compétences. Et l'un des principaux champs de compétences qui va leur permettre de démontrer leur action, c'est la restauration collective, l'approvisionnement de la restauration collective. Sauf à un problème près, c'est que plus de 50% des collectivités porteuses de pâtes sont des EPCI, alors que la compétence est au niveau communal. Je parle pour simplifier beaucoup, s'il y a des compétences au niveau départemental, au niveau régional, les collèges, les lycées, et parfois mutualisation au niveau EPCI. Mais du coup, ça va être un rôle pas d'exécutant, c'est-à-dire on va tout de suite mettre en place, répondre aux objectifs loi Egalim, donc tout de suite on prend les mesures pour et tout ça. Non, c'est un rôle de facilitateur pour les communes, de transmission aux communes pour répondre à la loi Egalim. Et donc, il va y avoir des actions, mais qui ne vont pas être... la majorité ne vont pas être de tout de suite mettre en place un approvisionnement directement avec toutes les difficultés que ça pourrait concerner, mais de facilitation. Donc ça, c'est un peu pour les limites. Donc, pour toute animation, il faut des moyens, beaucoup de moyens pour aller toucher toutes les communes autant que possible, sachant que la restauration collective, c'est des moyens limités, c'est aussi des agents qui sont vraiment dans leur travail et qui ont peu de temps à dédier à des tâches supplémentaires qui seraient pour l'approvisionnement en restauration collective de proximité. Il faudrait, je dis de proximité, mais pour répondre au Egalim, il faut changer ses modes de fonctionner, donc sortir la tête du guidon, regarder comment faire, déjà être sensible à ce qui se passe, ce que demande la loi, comment le faire pour donc sortir de son quotidien. Donc ça demande des moyens. Moi, je veux rebondir à mon échelle, du côté des associations. Alors, le Egalim et PAT, est-ce que c'est un bon levier? Déjà, dans un premier temps, je vais essayer de... Alors, élément de contexte, on a 50% de produits de qualité qui sont reconnus AOP, IGP, du système SICO. On a 20% de bio. Et aujourd'hui, dans les PAT, on avait tendance à dire il faut relocaliser l'alimentation, il faut produire au plus près de chez soi. Et généralement, quand on produit, c'est pas alors on va pas sur des labels, on va pas sur des produits de qualité qui sont fortement demandés dans le cahier de charge par rapport à la loi Egalim. Et ça aussi, ça peut être un frein pour atteindre la loi Egalim. Alors, comment aussi, par rapport à mon échelle au niveau des associations, comment on arrive à faire à ce que les territoires où les PAT puissent facilement atteindre la loi Egalim? Alors, je vais prendre un exemple pratico-pratique du cas des EHPAD. Moi, je travaille avec 5 EHPAD dans un PAT, où dans ces EHPAD-là, ils ont un cahier de charge, ils ont des produits bio qu'ils doivent acheter, ils ont des produits de qualité où ils doivent acheter. Ils faisaient tous un groupement d'achat auprès d'un agriculteur qui produisait en bio ou encore, donc c'était plus en bio. Et quand ils achetaient auprès de cet agriculteur, en gros, ils contribuaient aussi à ce que le territoire puisse atteindre, pourquoi pas, la loi Egalim. Donc les structures du médico-social peuvent être aussi des leviers pour atteindre cette structuration des filières et aussi atteindre la loi Egalim. Donc il faut aussi s'appuyer sur des associations, des foyers de jeunes travailleurs et compagnie, mais pas que sur les établissements scolaires. Il y a aussi la restauration privée qui est souvent oubliée. On peut te répondre tout le temps. Sur la restauration collective, pour juste revenir un peu sur nous, en tant que département, on gère les collèges départementaux et donc 49 crèches sur le territoire. Nous, en tant que PAT, on a facilité le renouvellement des marchés, on est passé de 9 lots à 29 lots, enfin on a réussi à accompagner sur plein d'évolutions. Quand je dis qu'on a accompagné, c'est que lors de nos renouvellement de notre marché public, on a répondu à un appel à projet d'accompagnement des PAT pour avoir des financements, pour être accompagné par un cabinet externe, pour nous aider à renouveler nos marchés d'approvisionnement de la restauration collective. Donc sans le PAT, il n'y aurait pas eu ces financements et donc il n'y aurait pas eu cet accompagnement-là. Des choses auraient certainement progressé à moindre mesure, ça c'est à peu près sûr. Donc en tant que PAT, on peut être facilitateur et accompagnateur pour ces évolutions-là. On a aussi un gros volet sur la dimension sensibilisation et notamment de nos élus, mais aussi des techniciens.
on se rend compte qu'en fait que la loi Egalim a souvent tendance à réduire à l'approvisionnement, enfin on parlait de denrées. Non, c'est pas juste en ayant des lots et des produits bio, des produits bruts, des produits de saison qu'on arrive à changer le modèle. Il faut accompagner nos cuisiniers, il faut re-questionner les questions de logistique. Il y a plein d'autres enjeux qui sont derrière, que des fois on met un peu de côté et en fait ça vient freiner notamment des objectifs qui peuvent être aussi politiques, de dire on va afficher 50%. Mais en fait, afficher 50%, on ne peut pas tant qu'on n'a pas fait évoluer tout le reste. Donc on a cette dimension sensibilisation, aller rechercher des moyens. Pour autant, on n'est pas la solution miracle. Pour atteindre les objectifs Egalim, il faudrait plus de moyens pour la restauration collective qu'aujourd'hui les collectivités territoriales n'ont pas. Et donc on est aussi bloqué par ça. On peut être des facilitateurs pour aller chercher des petits montants pour accompagner au changement, mais on n'est pas le levier d'action suffisant pour permettre à l'ensemble du système d'évoluer. Une autre question ? Donc toujours Isabelle Hébé. Alors c'est pour faire le lien avec le portail et la question sur la loi, et enfin sur l'atteinte d'Egalim. Est-ce que, alors typiquement par exemple dans le portail France PAT, on va avoir ce qui est fait par les PAT, s'ils se sentent ressources sur l'atteinte de la loi Egalim, ils vont décrire ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas effectivement que ce qui se fait dans le cadre des PAT, on peut avoir d'autres établissements. Et est-ce que... ma question c'est, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir atteindre la loi Egalim, il y en a qui y sont arrivés, il y en a qui l'ont fait. Est-ce que si vous aviez des ressources qui vous montreraient on a atteint la loi Egalim parce qu'on a fait ça, parce qu'effectivement on a réussi à mobiliser, comment on a fait pour mobiliser, est-ce que ça, c'est des choses qui vous semblent essentielles à retrouver dans des portails ou des ressources communes, enfin avoir un truc qui soit facilement accessible pour avoir ce type d'information? C'est dans le même sujet. Alors peut-être on prend en même temps. Tiens, ouais. Ça peut être une question, c'est plutôt un témoignage. Je suis élu à la mairie de Romainville et on met en place justement, on relocalise les cuisines dans les écoles. Et sur la première école à Marisbastier sur laquelle on a fait l'expérimentation, on est arrivé à, on dit 100% en bio. Alors on reprend un petit peu, on dit ouais c'est pas possible, le poisson n'est pas bio. Oui, alors c'est vrai, pêche durable. Puis tout ce qui est viande, fruits, légumes, fromage, enfin produits laitiers, etc. Tout est en bio, avec plus de 50% de produits locaux, donc Île-de-France plus les régions qui sont limitrophes avec la Normandie en particulier, avec effectivement, vous le disiez, une formation assurée par le collectif Les Pieds dans le Plat auprès des cuisiniers, du personnel, des agents communaux, qui sont passés de postes, alors, avec un acronyme affreux qui s'appelle TOLF. Alors le T, je ne sais même plus ce que c'est, mais c'est OLF, Office de liaison froide. Voilà, les personnes ont été formées en passant à temps plein. Ils sont devenus vraiment des commis, des commises, parce que c'est que des femmes en l'occurrence, de cuisine, et qui prennent plaisir vraiment à cuisiner et à servir les enfants. On a observé un gaspillage alimentaire qui a été divisé par 3 par rapport au système de cuisine centrale qui, pour l'instant, perdure sur les autres écoles, mais on bascule au fur et à mesure, et avec un coût de repas qui a été inférieur. Alors en tout cas sur cette école, mais un coût de repas inférieur de 1 euro par rapport à celui qui est fourni par table commune. Et donc on contribue effectivement à ce qu'il y ait des agriculteurs des agriculteurs de la filière bio qui se développent, quoi. Donc, et ce qu'on observe, c'est vrai que sur la restauration collective qui est industrialisée, qui est très centralisée, en fait j'ai l'impression qu'il y a un plafond comme ça qu'on n'arrive pas à dépasser. Je pense que ça doit être explicable. Ça paraît plus simple. Enfin, je veux dire, en 1 an, sur une école, on est passé d'un modèle à un autre très rapidement, avec donc, tous les facteurs vertueux dont je viens de vous décrire. Merci pour ce témoignage. Et peut-être en réponse, du coup, sur la question de jointe, sur la restauration collective, les indicateurs de réussite, vous voulez dire un mot? Peut-être pas tous les 3, parce qu'on n'aura pas le temps.
Merci. Moi, je vais répondre à un petit oui, mais que ce n'est pas un levier suffisant. Un petit oui, c'est effectivement cette circulation de l'information et d'exemples de ce qui est fait par d'autres me paraît importante, notamment parce que c'est aussi ce qu'on fait avec ce retour d'expérience du renouvellement de nos marchés. Donc c'est que j'y crois. Après, on a aussi tous beaucoup de spécificités. Nous, on se rend compte, notamment moi, je sais que je vais de plus en plus dans des réseaux, on fait partie du réseau 1+ bio. Par exemple, on n'est pas sur les mêmes réalités de par notre niveau géographique. On est sur un territoire totalement urbanisé. Donc la ressource, on ne l'a pas sur notre territoire. On a 35 000 repas quotidiens à servir. On se rend compte qu'on est sur des quantités, sur une spécificité du territoire où la plupart de ce qui est mis en place par d'autres n'est pas applicable à notre niveau. Donc ce qui est un peu une limite aussi de par notre spécificité de notre territoire. D'autres y arrivent sur des territoires un peu comme les nôtres, par exemple la ville de Paris, mais là on n'a pas, pareil, une histoire de moyens financiers, aussi une problématique de la réalité de notre territoire. Donc c'est inspirant, mais pas suffisant. Et je pense qu'aujourd'hui on n'est pas en manque d'inspiration pour réussir à faire mieux. Donc c'est un petit oui, un petit oui. Juste un mot pour mentionner que souvent on nous pose la question, je cherche à faire telle chose. Est-ce que vous avez d'autres exemples de territoires qui ont trouvé la solution, leur solution bien sûr, mais au moins une solution sur laquelle on pourra s'inspirer. Donc c'est un oui bien sûr, mais comme le dit Romain, à adapter en fonction des réalités territoriales. Moi, je parlerai peut-être aussi, je vais être rapide. Dans le Gatineau, le PAT du PETR Gatineau-Montargois, on a essayé de mener une expérimentation sur la démarche Mon Resto Responsable qui permettait à faire rencontrer les acteurs de la restauration collective, donc les cuisiniers, à s'échanger des pratiques pour pouvoir atteindre la loi Egalim par rapport à d'autres qui sont déjà avancés. Je crois que ça aussi un des éléments à pouvoir, pourquoi pas, remettre sur le portail pour que ça puisse faire corps avec ce qu'on a envie de suivre derrière. Voilà. Juste pour conclure cette question, pour finir cette question, et je m'appuierai sur un échange qu'on a eu dans l'atelier 2, très intéressant, je ne sais plus où la personne, mais c'était sur une question très concrète, un changement de prestataire en restauration collective, c'est ça, en cantine scolaire, c'était toi, qui arrive, besoin d'exemples inspirants, besoin aussi d'indicateurs de réussite. Donc là, il se trouvait qu'on avait éventuellement des exemples inspirants via le portable, mais pas les indicateurs de savoir si ces exemples, où ils en étaient, comment ils avaient réussi, et éventuellement, par rapport au type de territoire qui était représenté, comment ces critères devaient être interprétés ou adaptés. Donc peut-être la réponse, elle est là, elle est de dire que en fait, peut-être qu'à la fois il y a des exemples inspirants, mais quand on est engagé dans l'action et qu'on a fait le tour, c'est plus d'exemples inspirants dont on a besoin, c'est de moyens pour l'action. Mais pour les autres, peut-être qu'il faut des informations supplémentaires, des indices, des indicateurs qui nous aident à interpréter ces exemples pour savoir si pour nous, il faut qu'on les utilise ou pas par rapport à ce qu'on cherche. La réussite, la pérennité après 5 ans ou d'autres critères, etc. Et c'est aussi quelque chose peut-être sur lequel on peut travailler parce que, vous voyez, il suffit d'un échange comme ça, on voit bien que dans cette question de la restauration collective, tous les sujets ne sont pas bons à se retrouver sur un portail d'information. Faut pas non plus, je parlais du mythe de l'outil unique, on n'est pas là-dedans, le tout numérique, c'est un leurre. Donc qu'est-ce qui est dans le domaine de la réalité, de l'action, des relations des personnes ? Et qu'est-ce qui peut être éventuellement extrait et mutualisé pour apporter une pertinence quelque part ? Si c'est peut-être un indicateur de dire finalement, est-ce que pour cette expérience hyper inspirante, on a atteint ou pas la loi Egalim, par exemple ? Est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que ça peut aider ? Plutôt que d'empiler des informations dont on ne sait pas au final comment tirer parti. Une dernière question peut-être qu'on peut prendre avant la fin, ou une ou deux, peut-être avant la fin de cette table ronde, ici. Bonjour, Anthony Rodriguez. Je travaille dans une start-up qui accompagne à la relocalisation de la transformation alimentaire, qui s'appelle Rezan. J'ai une petite question un peu annexe, mais Bérémy en a parlé tout à l'heure sur un peu la couleur politique des communes, de la région, des EPT. À vos différentes échelles,
déjà en prévision de 2026 forcément, et déjà dans l'état actuel, je sais pas, pour Romain par exemple, en fonction des différents bords politiques des différentes communes, est-ce que vous voyez un frein ou non, ce qui peut être bien finalement, et est-ce qu'il y a des risques, notamment pour les prochaines élections, à voir des PAT changer de projet, de ligne directrice ou non? Voilà, merci. Alors ouais, j'ai parlé des couleurs politiques parce que, ouais, c'est un peu là où le bas blesse, parce que c'est normal, on ne peut pas mettre des projets dans tous les territoires. Tout est un peu, alors parler de politique, souvent on n'aime pas parler de ça, mais on est un peu lié à la politique d'une façon ou d'une autre. Alors nous, sur ce qu'on met en place au niveau de notre structure, de notre projet, on se base vraiment sur aussi, on se base pas tout à fait sur ça, on ne regarde pas que les couleurs politiques, mais on va sur un territoire, si on voit que ça bloque, on essaie de se questionner. Parce que c'est 6 départements, si on essaie de se mettre partout, ça va être très compliqué. Et du coup, on arrive dans un territoire, on voit un peu la stratégie du territoire, qu'est-ce qu'il y a autour du PAT. On essaie d'écouter, d'être dans les discussions, et à un moment, si ça bloque, on se questionne pourquoi ça bloque. Ça bloque peut-être parce que les sensibilités politiques ne sont pas les mêmes que ce que nous, on a envie de porter. Donc on ne va pas aller sur tous les territoires parce que c'est le temps, c'est beaucoup de discussions. Et être sur tous les territoires alors que le territoire n'est pas ouvert à la discussion avec les associations, parce que pour eux, ce n'est pas les couleurs politiques qui sont là. Ils se disent non, nous les associations, ils sont pas d'abord là. Il faut d'abord que nous, les élus, on puisse construire les actions. Et par la suite, on verra comment on fera. Donc nous, dès qu'on remarque un peu ces disparités, ces écarts de langage, cette façon de faire, nous, on se retire. Et après, par rapport à la question de savoir les PAT, les années à venir, est-ce que ça va être impacté par rapport aux élections dans 3 ans, ou encore par rapport aux élections de l'année prochaine au niveau des communes et tout. Moi, j'ai envie de dire, je crois que tout est lié à tout est attaché à la politique, tout est fortement lié à la politique. Si aujourd'hui, on a un basculement. On commençait déjà à le voir. Hein. Enfin, j'ai pas envie de faire un discours de militant politique parce que ça peut être un peu touchy. Mais aujourd'hui, s'il y a un basculement de pouvoir ou encore de couleur politique, on l'a vu dans certaines régions, en Pays de la Loire, la région ne finance plus les associations culturelles, planning familial, ils ne sont plus financés. Parce qu'il y a des acteurs politiques qui sont là, qui pour eux, les associations doivent être mises de côté. Et ça peut être pareil pour les sujets de l'alimentation ou les sujets des PAT. Si on a des acteurs qui arrivent, qui disent oui, les PAT c'est bien, mais les questions des écologistes et compagnie, on n'en veut pas. Il y a une discussion, il y a la discussion qui a été au Sénat de supprimer l'ADEME, abroger les fonds à l'ADEME, mais ça je ne sais pas si on doit avoir un débat sur ce sujet-là. Et on a eu même un débat de supprimer l'agence bio. Si on en arrive là, c'est quand même... faut se poser les bonnes questions. Quand on va supprimer l'agence bio pour dire que ils font rien, il faut intégrer ça à France Agrimaire, supprimer l'ADEME parce que l'ADEME, ils prennent beaucoup de sous pour rien. Quand on arrive déjà à des discussions de ce type, on se rend bien compte que les PAT, on pourra ne faire que ça et puis ça bascule. Hein. Il faut se le dire. Heureusement qu'on a un sursaut, que les acteurs ils ne se laissent pas faire, qu'on présente ce qu'on peut faire. Et derrière, il ne faut pas se baisser les bras. Il ne faut pas être aussi non plus pessimiste et dire oui, un jour on va disparaître. Non, on reste optimiste, on travaille. Ce qu'on va faire, les indicateurs de travail, les actions qu'on fera sur le terrain vont se présenter. C'est ce que l'ADEME fait, c'est ce que l'agence bio a fait. Et hier, ils ont dit qu'ils vont plus supprimer l'agence bio. C'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas rester se dire on est défaitiste, on n'arrivera pas. Il faut qu'on reste optimiste, il faut qu'on avance, il faut qu'on travaille, il faut qu'on développe des portails et compagnie, qu'on fasse des PAT, ce qu'on a envie de faire. C'est un peu mon côté militantiste. Peut-être un peu pour l'alimentation, un sujet quand même très consensuel. Et du coup, dans la majorité des cas, on entend des territoires, on entend que les décisions PAT sont prises à l'unanimité. Et ça, on l'entend dans les territoires de droite, de gauche, de centre, et du coup, ça modère un petit peu ce que vient de dire Bérémy, même si c'est... Bon. C'est normal. Donc ça c'est un point, et puis peut-être l'autre point qui est c'est lié à la gouvernance des PAT. Et la gouvernance des PAT, bien sûr, la collectivité a une place très importante, mais l'une des idées, en tout cas fondatrices du PAT, c'est de mettre les acteurs autour de la table,
Et si le travail de mise en place du PAT est bien fait, le portage politique reste prépondérant et c'est lui qui va donner la ligne directive pour le territoire et tout ça. Mais ensuite, le territoire prend le relais. Et dans plusieurs PAT, j'ai eu le retour. Oui, une chargée de mission a convaincu pour être embauchée qu'il y avait une idée de PAT très intéressante. Elle a fait si bien son travail que, au début, elle a réussi à convaincre. Ensuite, il y a eu un changement politique. Ils ne sont plus intéressés. Par contre, ils ne peuvent plus s'en débarrasser parce qu'elle a réussi à convaincre tous les acteurs du territoire qui sont montés et ont pris un peu le PAT au nom du territoire. Et donc, politiquement, on ne peut plus rien faire quand le territoire porte, les actions viennent du territoire. On a envie de se faire élire, donc on ne va pas renvoyer, non, ça ne nous intéresse pas. Enfin voilà, donc il y a aussi le lien. Le PAT, c'est quand même un regroupement des acteurs du territoire. Donc la collectivité est motrice, mais le territoire devrait suivre dans le cas idéal. Tout petit point très rapide. Effectivement, l'alimentation, on se rend compte que c'est un sujet assez consensuel. Des exemples très concrets, Agri-Paris-Seine, Paris, Anne Hidalgo, métropole du Havre, Édouard Philippe. Donc voilà, on n'est que 7 acteurs publics, ils arrivent à se travailler ensemble et à se mettre d'accord pour lancer des initiatives. Et donc c'est même pas continuer des initiatives, mais c'est travailler ensemble sur la nouveauté. Et par contre, il y a aussi des obligations légales, où on peut faire évoluer tout ce qu'on veut dans le portage des politiques publiques. On parlait de loi Egalim, il va falloir que toutes les collectivités s'y mettent parce que c'est une obligation légale. Et donc là, c'est pas au niveau des PAT. Et sur les PAT, il peut y avoir effectivement, en fonction des couleurs politiques, des choix qui sont plus ou moins prioritaires sur telle ou telle thématique, mais l'alimentation, ça concerne tout le monde, et donc on se rend compte que nous, c'est vraiment pas la thématique qui nous inquiète le plus sur ces enjeux de dissonance politique. Je crois qu'on est au bout quand même. On va prendre, si la question comme la réponse est rapide, on peut prendre la dernière question. Bonjour. Marine Pouy-Faucon, je suis formatrice et animatrice en éducation à l'alimentation durable, par l'éducation sensorielle au goût notamment. Et j'ai une question en écho avec ce que disait M. Marchand tout à l'heure sur la nécessité d'acculturer les élus. Et je me demandais très concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme format, contexte, vraiment concrètement, à quelle heure, à quel moment, sur quelle durée, pour justement faire ce travail d'acculturation ? Parce que dans mon travail de formatrice, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident, alors qu'il me semble essentiel que les élus soient impliqués, ainsi que les gestionnaires. Et malheureusement, le temps, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas toujours là. Donc, quelles sont les astuces, en tout cas les suggestions, à partir de vos expériences que vous pouvez partager ? Oui, alors je sais pas si c'est exact. Enfin, je pense que ce serait intéressant d'en discuter, mais peut-être c'est une réponse qui peut être donnée aussi si vous restez juste au pot qui est après, pour qu'on ne prenne pas de retard pour toutes les personnes qui ont pris des engagements, notamment de train. Je tiens à remercier quand même les intervenants, on peut les applaudir, ça vous va ? Merci.